Bonjour, je suis Akiko Soua Eisenman, membre du Cercle des économistes. Bienvenue à la session sur Repenser l'agriculture. Les rencontres cette année ont pour thème « Réussir les transformations du monde ». Parmi celles-ci, il y en a une très importante, dans une actualité marquée par la hausse des prix et une crise alimentaire. Il s'agit de l'agriculture. Pour savoir s'il faut transformer l'agriculture et comment et dans quel sens, nous avons la chance d'avoir avec nous un panel d'exception. À côté de moi, donc Arnaud Rousseau, le président du groupe Avril, un groupe industriel et financier de la filière des huiles et protéines. Ensuite, Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo, qui est le deuxième groupe coopératif français, actif dans les céréales, les semences, le vin, en France et à l'étranger. Et en visioconférence, nous aurons aussi Jennifer Clapp, professeure à l'université de Waterloo au Canada et vice-présidente du panel d'experts placé auprès du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale, une instance multilatérale qui réunit des États, les agences internationales, le secteur privé et la société civile. Et nous avons M. Mohamed Mansouri, directeur du centre d'investissement de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Avant de leur donner la parole, je voudrais prendre quelques minutes pour rappeler des éléments de contexte. Et je vais structurer mon propos par le temps, en scandant dans le temps, donc avant, le monde d'après et maintenant. Tout d'abord, fermez les yeux, imaginez, rappelez-vous le monde d'avant celui de janvier 2020. Dans le monde d'avant, l'agriculture était vue comme un secteur traditionnel en opposition à d'autres secteurs plus modernes. Fermez les yeux, ça permet de schématiser. La croissance passait par des secteurs d'avenir, l'innovation, la finance, les industries technologiques, parfois sans usine. Dans la concurrence sur l'usage des terres, l'agriculture était perdante car il fallait laisser la place à toutes ces nouvelles industries et à l'urbanisation. De même pour la main-d'œuvre, il fallait la laisser partir dans d'autres secteurs en ville. Les agriculteurs étaient donc de moins en moins nombreux, de plus en plus âgés et moins représentés aussi politiquement. L'objectif assigné à l'agriculture, c'était de produire beaucoup avec moins de terres, moins de gens, et pour fournir une alimentation à des prix bas, ce qui permettait de ne pas augmenter les salaires dans les autres secteurs. La clé de tout cela, c'était la hausse des rendements agricoles. Maintenant, ouvrons les yeux et voyons ce que sera le monde d'après. L'agriculture future reposera sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le changement climatique. Le réchauffement climatique et la rareté en eau va redéfinir la surface de terre disponible et ce qu'on peut y cultiver. Le changement climatique impose aussi de changer les pratiques et de ne pas appauvrir la terre, quitte à ne plus maximiser les rendements. Deuxième pilier, la croissance démographique. Elle va ralentir en Europe du Nord et au Moyen-Orient, augmenter en Afrique. Par conséquent, certaines régions auront trop de terres disponibles, par exemple en Europe du Nord et de l'Est, et d'autres n'en auront pas assez, notamment dans les pays africains. La solution pour équilibrer ces demandes et ces offres excédentaires, c'est le commerce. Dans le monde d'après, nous aurons besoin encore plus de commerce international de biens agricoles. Or, pour en revenir au monde d'aujourd'hui, celui du Covid-19 et de l'invasion de l'Ukraine, nous savons que le commerce est fragile, dépendant de la fermeture des routes et du blocage des ports. Il faut noter d'ailleurs qu'il y a un écart important entre ce qui est disponible pour les échanges et les quantités produites. L'Ukraine, en ce qui concerne le blé, c'est un tout petit acteur pour la production mondiale de blé, 3%, et un grand acteur pour ce qui concerne les exportations, 10% des exportations mondiales. Entre le monde d'avant, le monde d'après et aujourd'hui, vers quoi se dirige l'agriculture ? Mais avant d'aborder cette question encore, je voudrais tout d'abord qu'on commence par un point d'actualité avec nos panélistes. Où en est-on aujourd'hui en ce qui concerne la crise alimentaire en ce début du mois de juillet 2022 ?
Et donc, je vais commencer par Thierry Bandelinière. Vous êtes directeur d'InVivo. Et je sais que InVivo est présent en Ukraine. Que pouvez-vous nous dire sur la situation agricole là-bas? Bon, d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être présent à cette table ronde, notamment avec le groupe Avril, puisqu'on est, en fait, on est complètement complémentaires dans nos métiers maintenant. On a été concurrents, maintenant on est complémentaires, donc on va faire plein de choses ensemble, notamment sur les rotations de culture et l'avenir d'agriculture certainement. Et ça, c'est très intéressant d'avoir deux grands groupes français qui ont une dimension internationale et qui partagent la même vision d'agriculture durable de demain. Peut-être pour revenir sur l'Ukraine, donc on a vécu un état de sidération quand la guerre est arrivée. Donc on a 400 salariés en Ukraine, on a des outils industriels qui sont présents dans la malterie en Ukraine pour faire du malt, pour adresser le marché des brasseurs. On est présent dans l'agriculture aussi, c'est-à-dire qu'on vend des intrants, on vend des semences, on vend des fertilisants, on vend des phytosanitaires et on se paye sur la collecte et on est exportateur, donc avec des bureaux de trading à Odessa et à Kiev. Parallèlement à ça, on est aussi présent en Russie, je le dis, hein, pareil, avec 300 salariés qui font les mêmes métiers. Donc quand la guerre est arrivée, forcément, ça a été un état de sidération et on a mis tout le monde à l'arrêt. Et on a commencé à réfléchir à une cellule de crise, à protéger les salariés et à regarder ce qu'on pouvait faire pour les aider, parce que ce sont nos salariés, et même du côté russe aussi. Donc il fallait gérer ce moment difficile. Et puis finalement, le cours des céréales est monté très vite. Donc avec certainement un peu d'anticipation et de spéculation, avec un blé qui est monté à 440 € très rapidement la tonne. Et donc ça a mis le feu au marché, et du coup ça a déclenché tout un processus sur l'inflation, couplé aussi à l'augmentation du gaz, donc pour nous, dans l'agriculture, les engrais, qui ont aussi flambé de manière conséquente. Et donc nous on s'est retrouvés dans un moment à gérer la crise locale, mais aussi la crise globale, avec ces inflations fulgurantes, qui pour nous était vraiment économiquement difficile à financer, quoi, toujours difficile à financer. Alors, on en est où depuis? Heureusement, donc Kiev n'est pas tombé. La partie ouest de l'Ukraine, d'un point de vue agricole, on est reparti. On a relancé nos activités à plein, avec quelques difficultés pour la trésorerie, mais enfin, l'activité est financée, donc avec des banquiers français qui sont aussi présents là-bas, qui nous aident. Et on est dans un moment où on a pu déjà semer pour le printemps, et c'était important pour les oléagineux, donc notamment tournesol, très important, je pense que Arnaud y reviendra sur le marché français. Et puis on a surtout réfléchi à la moisson qui arrive. C'est-à-dire que là, on est dans l'actualité et on voit vraiment que ça va être difficile d'avoir une bonne visibilité pour septembre-octobre sur les bonnes attitudes à avoir sur la moisson ukrainienne et la moisson russe. Parce qu'on parle de la moisson aujourd'hui ukrainienne, 30 millions de tonnes. Il faut savoir qu'en Russie, c'est 70 millions de tonnes et que l'ensemble combiné, c'est 100 millions de tonnes. Sur ces 100 millions, on avait 70% qui sont exportés habituellement par le port d'Odessa, y compris les Russes. Donc vous voyez, le problème qui est devant nous, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va trouver des moyens de vendre donc, ces céréales par d'autres flux? Donc je sais qu'il y a le programme Farm qui a été discuté en Europe pour essayer de trouver des solutions terrestres ou passer par Constanța. Mais enfin, on est très très loin, en tout cas en termes de solutions, de pouvoir retrouver le plein potentiel d'exportation de la moisson ukrainienne et russe. Donc on est tous confrontés à un mur devant nous. Et ce qui se passe en même temps, c'est que les céréales baissent au niveau du prix. C'est paradoxal, parce qu'on aurait pu imaginer qu'avec ce mur là, qui se rapproche, le cours des céréales va continuer à monter de 400, 440, 500, 600 € la tonne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien au contraire, on a un retour à 330 € la tonne sur les céréales. Comment l'expliquer? Bon, chacun a son explication. Personne n'a sûrement la vérité. Je pense que là aussi, il y a un autre mur qui est devant nous, c'est le mur de l'inflation. Le mur de l'inflation avec certainement une baisse de la demande potentielle, on le voit sur le pétrole aujourd'hui, et que les marchés ont commencé à anticiper cette chute de la demande, et ça a été marqué dans les prix. Mais attention, quand on parle de marché, on ne parle pas de flux physique
on parle de position de prix par rapport à des positions à terme et certaines visibilités qui sont prises pour certains investisseurs. Donc là, on est dans un moment complexe, énorme incertitude sur la rentrée. Imaginons qu'il y ait un accord qui soit trouvé sur le corridor Odessa et du coup, vous allez avoir des céréales qui vont chuter. S'il n'y a pas d'accord, s'il y a des tensions, ça pourrait repartir par la hausse. Donc on est dans ce moment voilà, extrêmement compliqué, on manque de visibilité. Pour autant, le flux global des céréales, enfin la production mondiale, est plutôt au bon niveau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres incidents climatiques majeurs qui viendraient surenchérir sur le prix actuel. Bon, voilà. Donc si j'avais une boule de cristal, je vous dirais voilà le prix au mois d'octobre, mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. C'est la situation d'aujourd'hui, c'est une complexité à gérer. Il faudra s'adapter très vite dans les prochaines semaines et prendre des positions courageuses, certainement, par rapport à cette question de la moisson en Ukraine. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, je voudrais laisser la parole à Jennifer Clapp, qui nous rejoint en visio, professeure à Waterloo, spécialiste de la gouvernance des systèmes alimentaires. Jennifer, est-ce que la crise actuelle est unique? Est-ce qu'elle est d'une ampleur inédite? Comment la voyez-vous? Merci beaucoup pour cette présentation et l'invitation. Oui, cette crise n'est pas unique. Non, c'est l'un des messages que je voulais faire passer. Bien sûr, ses caractéristiques sont uniques, mais c'est la troisième crise alimentaire que nous avons vécue dans les dernières 15 années. Il est très important de comprendre ce qui se passe en arrière-plan. Mais en ce qui concerne ce qui se passe actuellement, cette semaine, l'Organisation de l'agriculture et de la nourriture des Nations Unies ont publié des chiffres sur la faim et la nutrition. Les chiffres font peur. On a vu cela, il y a 823 millions de personnes qui étaient mal nourries et 2,3 milliards de personnes font face à une insécurité alimentaire. Et ça, c'était le chiffre avant la guerre en Ukraine. Bien sûr, la situation est très difficile puisque les chiffres baissent. La situation ne s'améliore pas. Donc, il faut agir. Mais je souhaite souligner l'importance de faire en sorte que les réponses à court terme ne travaillent pas contre l'objectif à long terme d'avoir un système alimentaire plus équitable et durable. Et c'est un message clé que l'on trouve sur la crise alimentaire en Ukraine, rédigé par des experts. Donc, il y a beaucoup de préoccupations vis-à-vis de la difficulté de faire circuler les céréales. La situation n'est pas encore d'une pénurie totale, mais on a les différents ratios de la quantité qui est en stock vis-à-vis de la quantité qui est exploitée. Ce ratio a des chiffres un peu similaires à quelques années par le passé, mais beaucoup plus élevés que pendant les crises passées. Donc la situation n'est pas une pénurie absolue, mais il s'agit de prix élevés. Et nous savons que l'inflation alimentaire se produisait même avant l'invasion de l'Ukraine. Les causes sont multiples. Comme Thierry, il y a des dérangements aux chaînes d'approvisionnement, il y a des pénuries à cause de la guerre ou à cause de la pandémie. L'essence coûte plus cher, etc. Et il y a aussi une certaine spéculation. Comme a mentionné Thierry, les prix étaient très élevés au début du conflit, mais descendent maintenant. Et ces tendances-là, en dents de scie, sont liées aux investissements dans le secteur des biens communs. Donc la question est le prix, non pas la pénurie. Moi, je dirais qu'il serait une erreur de lancer un programme d'une production agricole intensifiée
d'exploiter des terres sensibles qui sont réservées pour la protection de l'environnement. Ça serait une grosse erreur. Ça affaiblirait notre objectif long terme d'une durabilité. Mais il y a certaines choses que l'on peut faire d'ores et déjà pour réagir à cette situation, pour faire face aux fins. On peut augmenter l'aide, l'argent, autrement dit, qui est donné aux pays pauvres qui sont très dépendants. Les gens les plus pauvres ont le plus grand mal à se nourrir aujourd'hui. Dans beaucoup de pays développés qui importent beaucoup de leur alimentation, les populations peuvent dépenser jusqu'à 60% de leurs revenus sur leur régime alimentaire. On peut également réfléchir sur la possibilité de réduire les utilisations non alimentaires des céréales. Presque 50% de ce qui est produit en céréales n'est pas consommé par l'être humain. C'est utilisé pour des biocarburants et les bétails. Peut-être qu'on peut manger moins de viande. Ça, c'est une autre manière de réagir sans affaiblir la durabilité à long terme. La spéculation est une autre question. Les investisseurs peuvent changer leur portefeuille pour alléger l'impact sur les prix. Je m'arrête là, mais il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour ne pas fragiliser ces objectifs à long terme d'une durabilité tout en faisant face à cette question de faim dans le monde. Non, merci Jennifer. Donc maintenant, je vais passer la parole à Arnaud Rousseau, donc président du groupe Avril. Vous êtes agriculteur et je crois aussi ancien militaire. Donc fort de toute cette casquette, de ces expériences, quelle est votre lecture de cette crise géopolitique actuelle ? Bien, bonjour à tous. Merci d'abord de l'invitation qui nous est faite et de l'intérêt que nous portons à ce type de rencontre. Autorisez-moi un tout petit mot sur le groupe Avril parce que c'est un groupe industriel et agroalimentaire français dont la propriété est celle du monde agricole français, avec une particularité qui est d'être un spécialiste des huiles et des protéines végétales et qui est un modèle d'entreprise qui ne verse pas de dividendes à ses actionnaires parce qu'il s'inscrit dans le temps long, on en a parlé tout à l'heure, et qui a aussi évidemment comme volonté, et c'est sa raison d'être, de servir la terre. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? On observe que finalement la question alimentaire revient au centre des débats. Nous l'avons probablement un peu oublié en Europe, puisque nous appartenons tous à des générations qui n'ont jamais eu de problématiques alimentaires, ou en tous les cas de fourniture de problématiques alimentaires. Et puis, le paradigme, et vous l'avez décrit, c'était de produire. Et c'était ce qui s'est passé dans les années 70 sans réellement se préoccuper des problématiques qui nous entouraient. Aujourd'hui, on voit bien que le changement climatique, les préoccupations environnementales, la question de l'effondrement de la biodiversité sont un challenge à relever pour l'agriculture, avec finalement cette double ambition de continuer à produire, parce qu'on voit bien aujourd'hui ce qui se passe en termes de flux, ça a été rappelé, mais aussi, et c'est absolument nécessaire, de prendre en compte la question des transitions et des changements qui nous attendent. Alors les transitions, on peut les rappeler. Il y a évidemment la transition en termes de production, comment continuer à produire, à décarboner en utilisant moins de pesticides, tout en continuant à produire, en permettant l'émergence de l'innovation, de la science, de la recherche, avec des produits de biocontrôle, avec de l'agriculture biologique, mais toujours avec cette ambition de produire parce que, vous l'avez dit, une dizaine de pays dans le monde sont en capacité d'exporter des denrées agricoles de première nécessité, une dizaine. Évidemment, beaucoup de pays produisent en autocapacité ou en tous les cas sur leur marché immédiat, mais des produits qui sont capables naturellement dans la durée d'alimenter la planète, finalement, ils ne sont pas si nombreux. Et quand l'un d'eux n'est pas au rendez-vous, et ça a été parfaitement décrit, on voit tout de suite les impacts extrêmement forts qui sont là. Donc cette transition de la production et du modèle de production, il est adressé aux agriculteurs. J'en profite pour dire qu'autour de ce sujet, il faut à la fois aller extrêmement vite, mais que la radicalité, qui est un mot qui est régulièrement utilisé, ne permettra pas d'atteindre l'objectif parce que nous devons être particulièrement attentifs à la supportabilité. Donc il faut être à la fois très ambitieux dans le temps qui nous est donné, mais veiller à respecter les équilibres. Ce qui se passe d'ailleurs en ce moment aux Pays-Bas est assez éclairant, probablement de ce qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose, c'est
c'est la transition énergétique. Alors on l'a un peu oublié, mais le carbone fait que dans les 100 dernières années, le pétrole a été la réponse, mais de tout temps, dans les exploitations agricoles, une partie de la production alimentaire a été destinée à accompagner la production d'énergie. C'était vrai avec les animaux, c'est vrai aujourd'hui avec les biocarburants. J'ai une petite différence avec ce qui vient d'être dit par le panéliste précédent. Moi, je pense qu'il faut trouver des équilibres entre la production alimentaire, qui est évidemment nécessaire, qui est le premier métier, celui de nourrir, mais l'agriculture demain peut être un contributeur à travers les biocarburants, pour peu que ce soit équilibré. Et je le précise, les biocarburants européens ont une particularité, c'est qu'ils coproduisent de la protéine, et qu'on sait que notre continent est très dépendant en termes de protéines, et que derrière, il y a un sujet de déforestation importée. Donc il faut bien regarder les biocarburants en fonction de leurs origines. On sait qu'en termes de production de biogaz, demain, on peut aussi apporter un certain nombre de réponses. Et puis la troisième transition, c'est la transition alimentaire, évidemment avec le côté santé et nutrition qui est essentiel, mais aussi la manière dont demain, on va être capable d'utiliser des protéines peut-être un peu plus végétales et un peu moins de protéines animales. Et pour ça, on a un certain nombre de challenges à relever. Je vais être rapide. Il y a évidemment la question des sols, qui est une question essentielle. Comment on fait demain pour couvrir les sols de manière plus importante? C'est toute la question du carbon farming, sur lequel peut-être on pourra revenir. La question de l'eau, qui est une question mondiale, sur laquelle il faut qu'on trouve les bons équilibres, mais on sait que dans un certain nombre de territoires, il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas d'eau. La question des techniques et tout le cadre de l'innovation. Alors on pense en Europe sur les sujets discutés en ce moment à Bruxelles sur les nouvelles techniques de sélection végétale, parce qu'on pense que demain, pour utiliser moins de pesticides, il faut qu'on ait des plantes qui soient plus résistantes à la sécheresse, plus résistantes aux insectes, qu'on ait des génétiques qui nous permettent de faire ça, sans devenir des apprentis sorciers, mais en le faisant dans un cadre encadré qui permet, grâce à l'innovation, de passer des paliers et de le faire rapidement. Et à ces conditions-là, on est capable de repenser l'agriculture. Alors, pas avec des changements radicaux, parce que nos entreprises sont des entreprises à ciel ouvert et que nous dépendrons toujours du climat et des contraintes externes, mais en revanche, avec une volonté ferme de pouvoir répondre aux enjeux, encore une fois, qui sont des enjeux de production d'un côté et des enjeux d'accompagnement des transitions de l'autre. Pour ça, on aura besoin évidemment d'une volonté politique, ça a été rappelé dans la session d'ouverture. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau européen, la politique agricole commune, c'est la première politique intégrée, c'est près de 30% du budget européen. Que fait-on de ce budget? Comment accompagne-t-on notamment les pays voisins? On parle de souveraineté alimentaire. Moi, je voudrais vous dire que pour nous, la souveraineté alimentaire, elle est évidemment à l'échelle européenne, avec un regard tout particulier sur le pourtour méditerranéen et nos voisins africains. Ce n'est pas du néocolonialisme, ce n'est pas une vision naïve des choses, mais c'est comment on accompagne du co-développement au plus près de nous pour permettre, avec la technique, avec le savoir-faire des populations de ces pays, comment on accompagne aussi les potentiels qui sont les nôtres. Voilà. Et à ces conditions, je pense qu'on est capable de prendre un virage assez relevé, assez rapide. Il y a deux prérequis, et je terminerai par là. Le premier prérequis, c'est le revenu des agriculteurs. On est ici au cercle d'économie, des économistes. Il n'y a pas de vie des entreprises sans revenu pour ceux qui font ces métiers. Et donc aujourd'hui, on sait que la problématique de revenu est une problématique assez centrale dans l'agriculture européenne. Et le deuxième prérequis, c'est la capacité à attirer dans nos métiers. On aura un fort renouvellement des générations dans l'agriculture européenne. En France, c'est près de 50% des exploitants agricoles qui partiront en retraite dans les 10 prochaines années. Et si on veut relever ce challenge, il faudra aussi qu'on soit capable de montrer que ce métier est un métier attirant, est un métier de passion, mais qui nourrit ceux et celles qui le pratiquent. Merci. Donc, vous avez parlé de la crise et du futur de l'agriculteur, déjà. Monsieur Mohamed Mansouri, directeur du centre d'investissement de la FAO, vous êtes agronome et vous avez une longue expérience des pays africains dont Arnaud Rousseau vient de parler. Jennifer a aussi parlé de ce rapport sur la sécurité alimentaire qui vient de sortir. Donc, que pouvez-vous nous dire sur la crise actuelle? Merci Satiko. Beaucoup. Merci de m'avoir invité au Cercle des économistes. C'est un plaisir de faire partie de ce panel. Bon, en fait, Jennifer, vous avez parlé de l'énergie, de la nourriture, de la crise financière.
conduit de plus en plus de gens à des situations de pauvreté. Et même avant la guerre en Ukraine, le monde n'était pas sur la bonne voie en termes d'alimentation par rapport aux objectifs de 2030 et par rapport au rapport qui vient d'être publié. Si on tient compte du rapport, plus de 150 millions de personnes sont tombées dans une situation de précarité alimentaire entre 2020 et 2021. On atteint aujourd'hui 820 millions de personnes aujourd'hui qui sont affamées. Donc la crise, ce que je peux dire sur la crise, c'est plus comment on va être en mesure de répondre, faire face à la crise. Sur le plan de la FAO, il faut une réponse humanitaire, il faut réussir à réduire les impacts et travailler en coordination avec d'autres agences pour venir en aide aux plus vulnérables, y compris les gens qui sont déplacés, affectés par la crise en Ukraine, par exemple, les populations déplacées. Et il y a des différents instruments, le transfert de liquidités, par exemple les aides aux agriculteurs, et surtout les plus petits en Ukraine, en se concentrant sur justement sur ce qu'il leur faut, mais en apportant le maximum d'informations sur la situation de la sécurité alimentaire en Ukraine. Et au-delà de cela, ça me parle à beaucoup de partenaires, au gouvernement de l'Ukraine, savoir quels sont les plans sur le plan de la réhabilitation en matière de production alimentaire pour le jour où la paix sera de retour. Donc, on a émis plusieurs recommandations pour orienter les pays pour qu'ils adoptent des mesures qui protègent la sécurité alimentaire. Ça inclut les soutiens à des groupes vulnérables, Jennifer en a parlé, d'une diversité d'instruments, mais également la protection sociale qui cible les groupes les plus vulnérables et des programmes pour les écoles, par exemple, pour assurer les repas dans les écoles, dans les endroits les plus difficiles. Il faut garder le commerce ouvert, les échanges ouverts pour la nourriture, les fertilisants, les engrais, par exemple. Il faut éviter tout ce qui est restriction d'exportation, par exemple. Vous savez que nombre de pays ont bloqué justement l'exportation. La diversification des sources d'importation, très important, renforcer la transparence du marché et de fournir des informations régulières, l'utilisation des moyens numériques, l'accès aux informations, l'accès aux données, comme le système d'information cartographique AVIS, qui peut aider à réduire la perception d'insécurité, par exemple, sur les marchés, maintenir les flux d'échanges et améliorer la transparence et la coordination entre les pays producteurs, exportateurs, importateurs. Donc, pour les pays les plus pauvres, les plus affectés, nous travaillons aussi à apporter des facilités pour l'importation de produits alimentaires et des fertilisants, en travaillant justement sur les aspects financiers pour aider les PME dans ces pays. Et une chose très importante, on va peut-être y venir plus tard, c'est de se préparer à d'autres risques comme les maladies, par exemple, et même les risques nucléaires. Donc, c'est très important il faut que les pays membres se préparent à de nouveaux risques, mais également pour la crise alimentaire, et je vais rejoindre les autres analyses dans ce sens. Il ne s'agit pas seulement de répondre à court terme, mais il s'agit de ramener le monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable, d'avoir une vision plus à long terme qui se concentrera sur des politiques critiques et les innovations et les investissements qui assurent la promotion d'une croissance inclusive par la création d'emplois, surtout pour les jeunes, améliorer l'alimentation, la gestion et assurer une meilleure résilience par rapport aux aléas climatiques. Vous avez dressé un tableau à la fois très préoccupant, mais aussi avec, je trouve, des solutions
qui ne sont pas des solutions innovantes. Donc je pense que maintenant, nous pouvons essayer de nous atteler après ce tour sur la situation actuelle, sur ce qu'on peut en déduire, sur ce qu'on peut dire, comment repenser l'agriculture future. Donc nous avons beaucoup parlé depuis ce matin de ces arbitrages ou de comment concilier les impératifs du court terme de cette crise et la préparation du long terme. Donc je voudrais m'adresser cette fois de nouveau à mes panélistes pour leur poser cette question. Le futur, mais est-ce que ce futur est de plus en plus loin? Est-ce qu'on peut déjà commencer à le préparer? Thierry Plandinière. Oui, je crois qu'on était déjà en train de le préparer avant les crises sanitaires et la crise actuelle, la crise en Ukraine. Ce qui se passe avec ces deux crises, c'est on est dans un moment d'accélération de ces innovations qui peut-être ne sont pas assez nombreuses parce que finalement les solutions, elles ne sont pas toujours évidentes, mais il y a quand même beaucoup de solutions aujourd'hui dans la boîte à outils pour pratiquer une agriculture durable et compétitive. Donc ça veut dire quoi la boîte à outils? Ça veut dire déjà réfléchir à une agriculture de précision. Comment produire plus avec moins et mieux. Ça devient possible grâce aux nouvelles technologies, grâce au digital, grâce à notre capacité à mieux comprendre le potentiel agronomique des parcelles et pour l'agriculteur d'utiliser potentiellement moins d'intrants et d'augmenter mécaniquement son revenu. Alors quand on parle de transition, aujourd'hui en Europe, on parle beaucoup de bio et de surface en bio. Et dans le programme Farm to Fork, on avait quelques inquiétudes sur ce programme au départ qui s'avère juste aujourd'hui, c'est-à-dire que orienter la ferme Europe sur 25% de surface bio, on voit les limites aujourd'hui par rapport au prix, par rapport à la réaction de nos consommateurs aujourd'hui et quelques sanctions sur ce produit. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut opposer les agricultures, mais ça veut dire qu'il faut peut-être repenser le plein potentiel de la ferme européenne. Là où il est possible de faire du bio avec un potentiel de volume et un prix compétitif, faisons du bio. Là où ce n'est pas forcément possible et on prend des risques de chute de rendement de 40 à 50%, il faut réinventer une agriculture durable. Donc il faut définir une agriculture durable qui se positionne comme une solution au réchauffement climatique. C'est-à-dire qui prend en compte la qualité des sols. Et là, l'enjeu des rotations de culture entre céréales, oléagineux, légumineuses sur 5 ans, d'embarquer les agriculteurs sur ce type de production, de contractualiser sur différentes filières, de contractualiser aussi sur différentes cultures avec différents opérateurs. C'est là où on peut peut-être trouver la solution économique pour que l'agriculteur améliore son revenu tout en mettant en avant cette agriculture durable et qu'il est resté compétitive. La qualité des sols, la biodiversité, ça a été dit, ça doit être mieux qualifié. On manque aujourd'hui de critères. Mais ce label durable, il est indispensable. Il faut qu'en Europe et dans le monde, on se mette bien d'accord sur de quoi on parle quand on parle d'agriculture durable. Et une fois qu'on aura une plateforme européenne, et je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de solutions qui commencent à s'harmoniser en ce sens en Europe, pour voir avec les États-Unis et le Brésil, c'est un autre débat, c'est de se dire à partir de là, on pourrait peut-être imaginer, donner une impulsion, financer cette agriculture durable, cette transition agriculture durable, comme on a financé la transition bio. Et donc là, c'est un enjeu de politique publique européenne, la PAC, ça a été dit. C'est aussi un enjeu de marché, de clients. Donc comment les clients vont nous aider à impulser ce type d'agriculture compétitive et durable. Comment reconnaître un premium au niveau du prix qui permet justement de financer cette transition. On a des fermes pilotes aujourd'hui qui existent et on a déjà mesuré l'enjeu économique. Et je peux vous donner un chiffre, mais bon, quand on donne un chiffre, on est toujours... ça ouvre le débat, mais on pense qu'avec un filet de sécurité de 150 € l'hectare sur des rotations de culture sur 5 ans, on peut embarquer les agriculteurs sur ce nouveau système d'agriculture régénératrice, de rotation de culture, qui bonifie la qualité des sols. Et ces 150 € l'hectare, on pourrait éventuellement les financer, et tout ça c'est encore au conditionnel, bien sûr par des politiques publiques, peut-être par un premium au niveau du prix, mais aussi par la valorisation des crédits carbone, qui devient un nouveau revenu pour les agriculteurs. Et quand on arrive à tout relier, eh bien peut-être qu'on a la solution là qui est devant nous et qui n'est pas si loin, pas si lointaine. Et donc il s'agit maintenant de changer d'échelle.
Il s'agit d'embarquer un maximum d'agriculteurs en France et en Europe sur cette nouvelle agriculture. Et je pense que d'ici quelques années, on sera en capacité de produire plus, mieux et durable et à un prix compétitif. Et on sait qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est un enjeu. Et c'est une manière aussi d'offrir des gammes de produits pour lutter face à l'inflation. Donc voilà, je crois que l'innovation est clé. Dans les semences, ça a été dit par Arnaud, il y a énormément d'argent à mettre dans les semences. Bien sûr, c'est la clé autour des semences, autour de la protection de la semence, l'enrobage des semences, protection de la plante, limiter la chimie pour traiter. Et puis surtout, derrière tout ça, monter en qualité, monter en gamme à un prix compétitif, meilleur rapport qualité-prix. Et le vœu qu'on pourrait avoir, c'est que la ferme européenne soit la première ferme mondiale, qui soit voilà, la première ferme qui mette en avant cette agriculture durable, qui fait que finalement, on pourra peut-être, en tout cas, régler l'équation de produire plus, mieux, avec moins et durable. Merci. Jennifer? Donc je vous pose aussi cette même question, cette agriculture du futur, avec tous ces acteurs différents, les petits fermiers, les grands groupes. Comment ça va se passer? Comment ça peut se passer? Right. Well, thank you, Joe. It's a great question. Question formidable. Comme on a déjà évoqué, la technologie et l'innovation sont très importantes. Et il faut également rectifier les infrastructures fondamentales. Si on ne corrige pas ces problèmes, on pourra toujours être en difficulté. Il y a certaines défaillances structurelles qui doivent être corrigées. Je vais me focaliser sur une. Et c'est le problème de la concentration qui se présente sur différents secteurs. Par exemple, le régime est très concentré. Le régime comporte le blé, le maïs et un autre qui correspond à 50%. On a des systèmes de production concentrés. Les usines monoculture, ce qui peut être néfaste pour la biodiversité et les ressources en eau. On a du mal, on a une concentration de pays exportateurs. Il y a juste une poignée de pays qui fournissent les céréales à 90% de la planète. Et nous avons également le commerce des céréales. Il y a 4-5 sociétés importantes. Donc, cette concentration est problématique parce qu'elle rend inflexible le système alimentaire. Et cette concentration s'est accentuée dans les dernières 150 années. Et ces systèmes ont été conçus pour maximiser l'efficacité et l'échelle grâce à la spécialisation. Et elles étaient soutenues politiquement parlant. Mais les systèmes spécialisés sont très rigides, ne permettent pas de mou dans le système. Même si ces systèmes sont efficaces, ils peuvent être très coûteux lorsque les choses ne vont pas bien. Crise, guerre, stress économique. Vous pouvez imaginer que ce sont des exceptions, mais dans les dernières décennies, ce sont les événements de tous les jours. Donc, pour l'avenir, il faut favoriser la résilience. Les systèmes alimentaires doivent être plus résilients en étant plus divers. Il faut diversifier chaque étage de notre système. Il faut élargir la gamme de pays et de régions qui produisent les aliments de base pour réduire la concentration de la production. Par exemple, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne dépendent énormément sur les imports du maïs, par exemple. Et les prix ont augmenté. Donc, en lissant la production de ces céréales de base, ça va rendre les systèmes plus sains. On a besoin d'une gamme d'aliments beaucoup plus large, au-delà des 3 céréales de base, pour mettre de la valeur sur les choses
traditionnels, comme le millet, par exemple. La diversité est très bonne pour l'écologie et pour notre régime alimentaire. Nous avons besoin de pratiques de production plus diversifiées et il faut innover avec l'agriculture de précision. Mais n'oublions pas d'autres modèles comme l'agroécologie qui peuvent embrasser la diversité pour absorber plutôt que de relâcher le carbone. Et il faut être plus local dans la production et la consommation des aliments. Ça peut réduire la dépendance aux ces valeurs concentrées. Je ne dis pas qu'il faut bannir le commerce international, mais il faut un bon équilibre entre le local et les exportations. La diversité est la clé, bien sûr, pour permettre aux alternatives lors d'un choc. Et c'est mieux pour la durabilité écologique aussi, tout en améliorant la nutrition. Diversification dans toutes les directions. Jennifer, tout à l'heure aussi, parlait de cet arbitrage, de l'importance de la finance, de l'arbitrage food, feed, fuel, donc de l'arbitrage entre alimentation humaine, animale et les biocarburants. Donc est-ce que ça, c'est des choses qui vont continuer à l'avenir, Arnaud Rousseau? Comment on fait? Oui, les choses vont évidemment continuer à l'avenir. Le chef d'entreprise, par définition, fait des arbitrages tous les jours dans son entreprise. Peut-être, moi, je voudrais recentrer, et je sais que c'est un débat à venir dans ces journées, mais la question de la redéfinition du modèle, ou en tous les cas de l'évolution du modèle, c'est d'abord, est-ce qu'on veut le faire dans un cadre de croissance ou dans un cadre de décroissance? Et ce sujet doit quand même, malgré tout, être posé sur la table. Évidemment, pour nous, agriculteurs français, ça doit être dans le cadre d'une croissance dont on sent bien que la sobriété doit être un sous-jacent. Comment on fait demain aussi bien ou mieux avec des conditions de production qui sont favorables évidemment à l'entreprise, avec des revenus, avec une capacité d'investissement, avec une capacité à se projeter, favorables aux consommateurs. Et on en a assez peu parlé, mais celui qui a aussi la main sur l'évolution et la capacité à voir évoluer le modèle, c'est évidemment l'acheteur final. Et ce qu'il se passe en ce moment, notamment sur les sujets de pouvoir d'achat et d'habitude de consommation, est quand même interpellant. Et puis ensuite, l'agriculteur fera ses arbitrages. Vous parliez du sujet de la taille des exploitations ou des choix d'entreprise. Je veux redire qu'en France, les biocarburants, c'est à peine 2,5% des surfaces. L'agriculture biologique, c'est un tout petit peu plus de 10% des surfaces. Et le reste, c'est de l'agriculture conventionnelle. Donc il faut regarder ça, évidemment, quand on regarde ça à l'aune de la planète, on peut s'interroger. Moi, je rejoins assez volontiers ce qui vient d'être dit sur la capacité à rester équilibré et diversifié. Mais nous avons besoin, encore une fois, d'un modèle économique durable, parce que je l'ai dit, pouvoir nourrir le chef d'entreprise et pouvoir assurer le renouvellement des générations, évidemment, le passage obligé. Et on l'observe dans un certain nombre de grands continents, notamment le continent africain. Les premières victimes de la malnutrition et de l'alimentation, ce sont les agriculteurs qui rejoignent des très grandes villes, des mégapoles, et qui souvent d'ailleurs font le choix ensuite de migrer. Donc regardons les choses vraiment sous l'angle de la pertinence des choix, et pour ça, il y a évidemment la volonté du chef d'entreprise qui doit rester le décideur sur son exploitation. Il y a la vision qui est portée d'un point de vue politique, peut-être aurons-nous le temps d'y revenir. Il y a le choix des consommateurs, et puis ensuite il y a l'accompagnement financier, que ce soit les politiques publiques ou aujourd'hui toutes les collectivités qui accompagnent ces croissances, toutes les ONG, tous les grands financeurs de la planète. Et là, je crois que si on veut réussir, il faut un moment qu'on arrive à harmoniser. Je le dis, le temps est compté, mais face à ce problème global qui est le réchauffement climatique, et il suffit de lire les derniers rapports du GIEC, on ne peut pas apporter que des réponses locales. On a aussi besoin d'une vision un peu globalisée. Je prends juste l'exemple du carbone. On est, nous, très demandeurs de l'affirmation d'un marché du carbone mondialisé. Sur un sujet comme le carbone, une approche locale a quand même peu d'intérêt. Et on fait le constat aujourd'hui qu'entre la tonne de carbone française, qui est de l'ordre de 35 à 40 euros, vous me pardonnerez l'approximation,
versus la tonne de carbone au Brésil ou en Inde, qui est autour de 5 €, là aussi, avec quelques variables. On doit absolument, si on veut progresser, harmoniser. Et on parlait tout à l'heure du G20, Christine Lagarde parlait du G20. Comment serons-nous capables, sur ces sujets mondialisés, d'avoir des approches globalisées de marché pour permettre ensuite que très localement, on prenne les bonnes décisions, on puisse avoir des KPI, des indicateurs de mesure qui nous permettent de voir quelle est la réalité de la progression et ensuite de se fixer un objectif chiffré, daté et réalisable. Merci. Monsieur Mansouri, Mohamed Mansouri, donc tout à l'heure vous avez conclu en disant qu'il y aurait d'autres crises, il y aurait d'autres risques. Il y a un problème, je suppose, de gouvernance. Donc là, on a parlé de gouvernance locale et d'approche aussi globale. Que peut-on faire au niveau global pour résoudre ces problèmes de gouvernance pour l'agriculture? Yeah, thank you very much, Akiko. Oui, merci Akiko. Je suis ravie que l'on parle de ces questions, non pas seulement du point de vue de l'agriculture, mais aussi on parle du système alimentaire. La situation est beaucoup plus complexe, bien sûr, mais ça comporte plus d'éléments, que l'on soit consommateur ou producteur. Nous sommes tous dans le même bateau. Et c'est insensé, par exemple, de soutenir la production sans analyser les autres maillons de la chaîne de valeur. Et il faut répondre aux besoins, sinon vos efforts en production sont en vain. Donc, globalement, les systèmes alimentaires doivent devenir plus résilients. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et il nous faut un système plus vert, plus durable, plus sécure pour produire une alimentation sécure pour tous d'ici 2030. En ce qui concerne la question sur la gouvernance, le système alimentaire, il y a un pays, il y a une région, il y a un système régional, national, local, donc ça fait partie de la complexité. Et Jennifer a relevé certaines de ces problématiques. Et les systèmes alimentaires de l'avenir doivent trouver un meilleur équilibre entre l'aspect local et global. Il faut prendre en compte les économies d'échelle, les coûts de transaction, l'empreinte carbone, tout ce qui constitue la compétitivité. La guerre en Ukraine nous a montré la fragilité de certains systèmes alimentaires, y compris la question de la concentration, que Jennifer a abordé avec élégance et éloquence. Donc, il y a des liens entre les imports, les exports, ce qui augmente certains risques. Aujourd'hui, les gouvernements, les entreprises réévaluent les risques et leur exposition. Nous commençons également à entendre la voix se lève pour la déglobalisation. Mais plutôt que de déglobaliser, il faut globaliser d'une manière plus intelligente. Donc, il s'agit d'une localisation ou globalisation intelligente. Il faut promouvoir la production locale durable. Et il faut promouvoir les systèmes régionaux comme le SADC en Afrique et être plus efficace dans la gestion du stockage. Une dimension qui n'est peut-être pas directement concernée par la question de la gouvernance, mais qui est important pour les consommateurs, c'est la pédagogie, comprendre, informer les consommateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'instant.
Je voulais juste dire que les menaces auxquelles on fait face concernent la multiplicité des chocs et des crises. Donc c'est une crise élargie. Il faut vraiment être équipés. Nos pays doivent être parés pour faire face à ces crises multiples qui découlent des chocs climatiques, des zoonotiques, des guerres. Et c'est sûrement l'étape suivante. Comment gérer ces risques? Comment les réduire quand les risques se présentent? Et c'est ce que représente mon organisation, l'Organisation de l'agriculture et de la nourriture. Nous soutenons les gouvernements dans leurs investissements pour qu'ils puissent être capables de reconstruire, non pas les affaires comme d'hab, mais une situation plus forte. Je ne veux pas vous donner l'idée que je suis pessimiste, non. Mais il faut penser d'une manière pessimiste, mais d'agir avec optimisme. Et vous avez vu quand même tous ces risques, mais toutes ces bonnes volontés aussi qui essaient de réfléchir à ces risques et de préparer l'agriculture de demain. Merci beaucoup.